voulais faire à quelque chose qui soit beaucoup plus orienté vers les autres. Et surtout, je voulais donner du sens, quoi. À partir du moment où vous avez reçu, vous avez envie de rendre. Pour moi, en tant que bénévole, c'est très important de donner de mon temps. Je suis passionnée, je suis engagée. Cette utopie qui m'anime, qui anime tout bénévole, c'est que la société, on puisse la rendre un peu meilleure. Oui, c'est un engagement politique. Aider, soutenir. Le sentiment d'être utile. L'idée, c'est d'être au service d'un projet collectif. Individuellement, on s'en sort pas. Si on est tout seul, on va plus vite. Si on est ensemble, on va plus loin. Quand on dit que les Français sont individualistes, ça n'est que très partiellement vrai. Il y a 1 300 000 associations, 15 à 16 millions de bénévoles, 2 millions d'emplois salariés au sein des associations. Ces associations produisent des services. Elles forment des jeunes, elles traitent des problèmes de handicap, elles accueillent des personnes âgées, elles s'occupent d'aller chercher les gens qui ont été laissés sur le bord de la route par la croissance ou l'absence de croissance, qui sont par conséquent en menace de désocialisation ou qui sont déjà exclus. Il y a une conscience de l'intérêt général qui est tout à fait importante dans la motivation associative. Les associations, elles sont dans les articulations de la société, elles sont dans les points sensibles, elles sont là où ça fait mal, souvent. Il y a en France une partie très importante de la population qui a décidé de passer du temps, de dépenser de l'énergie pour des causes d'intérêt collectif. Je pense que c'est un atout absolument formidable. C'est le 3e volet de la devise de la République, c'est la fraternité. Au revoir, bonne journée. Quand on n'a plus rien, quand la société ne nous regarde plus, quand elle nous contraint à la pauvreté, à l'isolement, mais les moyens d'action ne peuvent être que des moyens collectifs. Et le faire tous ensemble, c'est le passeport pour la réussite. Enfin, vraiment, quoi. Et dans ce combat révolutionnaire, il faut donner. Et il faut donner ensemble. Et aux personnes qui se demandent bien ce qu'elles vont trouver dans une association, ben on trouve d'abord dans une association ce qu'on a envie d'y mettre. J'ai connu le Secours catholique grâce à la mission locale de Rosny, parce qu'ils m'ont proposé un service civique. Et après, j'ai continué en fait directement sur le bénévolat parce que ça m'intéressait et que durant mon service civique, j'avais coordonné l'atelier informatique du samedi en fait. Quand je vois le nombre de personnes qui viennent, qui connaissent pas forcément du tout l'informatique, je me dis que oui, il y a quand même un rôle à jouer. Il y a des personnes qui ont besoin d'être suivies pour l'aide à l'emploi, donc les CV, les lettres de motivation par exemple. Sur environ 300 personnes qu'on reçoit, on a un tiers qui est soit retourné dans un travail, soit qui a trouvé une formation. Et il y en a un, c'est un CDI, celui-là c'est CDI et juste en dessous c'est CDI, donc vous devriez peut-être regarder cela. Le problème de Pôle emploi, c'est qu'ils ont beaucoup de monde, donc ils n'ont pas forcément le temps de bien suivre les personnes. Si tu viens ici, ils vont t'aider, ils vont te renseigner les choses. D'accord, donc vous faites région. Ça aide beaucoup des gens, et tous ceux qui n'ont pas de ressources. C'est très important dans la société. Dès qu'on a la chance d'aller en milieu rural, en milieu urbain, dans les cités, on voit plein de jeunes, plein de personnes âgées, des fois qui travaillent ensemble pour essayer de faire bouger quelque chose. Et je pense que si je devais donner un exemple, c'est peut-être que le monde associatif actuellement s'interroge beaucoup sur l'intergénérationnel. Comment essayer de faire des choses ensemble ? Il y a 7 ou 8 ans, j'ai commencé avec des enfants de toute l'âge. Je faisais du soutien scolaire, de l'aide aux devoirs d'abord, et ensuite des matières comme le français ou d'autres matières à la demande des enfants. Comme j'ai des difficultés en maths, donc M. Chouraki m'a appris, et voilà. C'est bien, c'est gentil déjà, et aussi c'est utile. Lorsque, virgule, avec le chant de l'alouette, virgule, vers le temps de la coupe des blés, on entendait au lever de l'aurore les petites sonneries de nos hameaux. J'ai fait du soutien scolaire dans la communauté à laquelle j'appartiens, la communauté juive. J'ai pris des enfants très jeunes et puis on a progressé de la 6e jusqu'à la terminale. Tout simplement parce que moi-même, j'ai bénéficié de l'ascenseur social, comme on dit, grâce à mon instituteur quand j'étais dans les petites classes.
qui m'a beaucoup aidé, en particulier, et qui m'a aidé à progresser. Et ça m'a permis de passer le concours d'entrée aux écoles militaires. J'ai redoublé mon CM2, mon cours moyen 2e année, et ma mère m'a dit, il faudra que tu ailles... ça s'appelait les répétitions à l'époque. Et c'était payant. Et la première fois, le premier mois, quand j'ai apporté à l'instituteur l'argent des cours, il m'a dit 2 fois, tu rends l'argent à ta mère. Il venait d'apprendre que mon père est mort des suites de la guerre 39-45, je suis pupille de la nation. Il m'a dit, tu rends l'argent à ta mère. Ma mère avec 6 enfants à charge, une petite pension de veuve de guerre, voilà. Donc ça m'a ému. Et j'ai jamais oublié ce geste de cet instituteur auquel il m'arrive de penser très souvent. Et je peux dire que j'ai réussi ma vie d'homme grâce à lui. Beaucoup d'enfants qui seraient capables de faire des études primaires brillantes et secondaires, pourquoi pas, et même supérieures, qui accèdent pas, peut-être tout simplement parce que, comme moi, au départ, pour des raisons sociales, ils sont un petit peu handicapés. Donc il faut que les générations qui, elles, sont arrivées grâce à ceux qui nous ont précédés, eh bien, on passe le flambeau et il y a une chaîne de solidarité qui doit jouer dans tous les domaines et dans le pays tout entier. En Ile-de-France, toutes les demi-heures, bon courage en ce mercredi matin sur les routes. Comment ça se passe, Sacha? 310 km de route. Et à 8h06, en ce mercredi 3 décembre, vous écoutez Vivre FM et l'invité de la rédaction qui débute, comme tous les jours, Vincent Lockman. On a parlé tout à l'heure des maires, il y a vous, le conseil régional, il y a les maires pour certaines décisions, puis il y a la RATP, qui est l'opérateur, et puis la SNCF sur les lignes de banlieue. Du coup, quand ça va pas, on a l'impression que chacun se refile la patate chaude et qu'on a du mal à savoir qui finalement est responsable. C'est une des difficultés. Martin est né en 88. Quand il a eu quelque chose comme 10 ans, j'ai d'abord voulu rencontrer d'autres parents parce qu'on ne savait pas ce qu'il avait, c'était très compliqué. Il n'y avait pas de diagnostic, on voyait bien qu'il ne se développait pas exactement comme les autres enfants. Personne ne disait rien. Donc c'est très, très angoissant ce truc-là. Et les associations, ça aide à partager ça déjà. Voilà, puis après on a monté, du coup j'ai même monté des groupes de parole pour permettre à des parents d'échanger, de se rencontrer. Ce qui a été une expérience extrêmement riche et extrêmement forte. On a ce problème-là avec le comité scientifique, on a ce problème avec les associations locales, on a ce problème-là entre nous. À la fin des années 90, un certain nombre de parents comme moi se sont regroupés, organisés pour défendre une spécificité de troubles et en particulier mettre en avant ce qu'on savait du côté des neurosciences sur les handicaps, les troubles liés aux apprentissages. On est devenu de plus en plus des experts, on a une certaine visibilité, on est dans la co-construction, dans un rapport sincère avec les pouvoirs publics. On est d'accord, on dit qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord, on dit qu'on n'est pas d'accord, on est dans ce dialogue-là, ce qui demande énormément de travail. Et ça, dans la fédération, il y a des gens qui ont à la fois cette capacité de travail énorme et à la fois cette énorme compétence pour pouvoir intervenir en face de gens qui sont des professionnels. De la rédaction de Vivre FM jusqu'à 8h30. Le monde du handicap, ça nécessite une certaine solidarité. Donc, qui dit solidarité, dit regroupement associatif, que ce soit pour supporter l'annonce du handicap, trouver une place à l'école, une place en établissement. Si on n'est pas épaulé par une association, individuellement, on ne s'en sort pas. On considère que les besoins sociaux, tous les problèmes des personnes âgées, des handicapés, ont à être résolus par l'État. Mais de plus en plus, je crois que ce sont plutôt les associations qui ont tendance à résoudre ces problèmes et peut-être à être mieux placées pour le faire parce qu'elles sont plus proches des gens. L'Arimoc a 40 ans, il y a quand même 180 résidents et usagers. C'était un centre d'éducation motrice, au départ pour les enfants, et ont évolué avec les nécessités de la population, en créant des structures adultes.
avec beaucoup d'utopie, et quand l'utopie arrive à se réaliser, c'est extraordinaire. Donc c'était par exemple créer des appartements autonomes avec beaucoup d'activités. De la poterie, de la cuisine, du jardinage de temps en temps, et puis des services externalisés aussi pour les personnes dépendantes vivant à leur domicile et pour les enfants. C'est la question de se rejoindre les uns les autres, je veux dire, dans cette société qui devient une question qui est, à mon sens, au cœur de ce que les associations doivent prendre en considération aujourd'hui. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors. Nous refusons que notre pays se coupe d'une partie de sa population. Ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin, on vous promettra pas les toujours du grand soir. Si dans les écoles maternelles, on apprenait à mixer les gamins dits entre guillemets handicapés avec les gamins dits entre guillemets normaux, ça habituerait tout le monde à vivre ensemble, quoi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, de cet autre qui n'est pas comme moi? Je crois que c'est ça le problème, quoi. Je crois que le monde associatif, effectivement, s'est beaucoup battu et a été, comment dire, un ferment extrêmement majeur de la construction des politiques publiques dans les 60 dernières années, notamment sur le champ du handicap, mais sur d'autres champs aussi, sur le champ du logement, sur le champ de l'exclusion. L'action militante des citoyens a sollicité l'État pour construire en fait une politique de redistribution qui allait rencontrer des populations que la politique de redistribution ne rencontrait pas. Le handicap, on l'a vu apparaître finalement. Pourquoi? Parce qu'il était caché. On est parti du caritatif, de la bienveillance, de la protection pour des personnes fragiles. Et puis petit à petit, les familles se sont organisées. On a connu notamment, juste après la guerre, des grandes associations qui après se sont fédérées, comme les ADAPI par exemple. Donc des parents, des familles qui voulaient avancer pour prendre en compte le handicap de leurs enfants et ne plus faire que ces enfants aient une vie très courte. Parce qu'effectivement, ils n'étaient pas suivis médicalement et ils n'étaient pas stimulés. Les gens se sont associés, on crée des associations puisqu'on peut facilement donc créer des associations à partir de 1901, voilà, bon. Et ont pris des initiatives. Oui, énormément de handicapés de la guerre de 14. Bon, on pense aux gueules cassées, bien sûr, on pense à tous les handicaps moteurs, etc., tous les appareillages qu'il a fallu faire pour cela. Et se sont montées donc des associations qui étaient alimentées par beaucoup de choses, en particulier par la loterie nationale d'ailleurs, pour les handicapés, les gueules cassées. Et après, même sont arrivées les lois sur le handicap qui ont un peu mieux codifié les choses et surtout qui ont bien sectorisé les types de handicap et la façon dont il fallait les prendre en charge. L'évolution est phénoménale. Entre la fin de la Première Guerre mondiale et puis, sur le secteur du handicap moteur, les épidémies de poliomyélite avec un certain nombre de personnes qui vivaient avec un handicap et un handicap lourd. Mais l'APF s'est créée au début des années 30 par 4 jeunes qui étaient des jeunes polio parce qu'ils étaient complètement en dehors de la société. C'est-à-dire que la vie qui pouvait leur être proposée, c'était une vie dans les hospices ou enfermés dans la famille, quelquefois complètement cachés dans les familles parce que c'était honteux que d'avoir une personne en situation de handicap. Donc quand vous vous redites qu'on en était là dans les années 30, on se dit quel merveilleux chemin qui a été parcouru, notamment grâce à l'engagement associatif. Le grand top départ de l'organisation du système médico-social pour les personnes handicapées, ce sont les lois de 75. Les structures médico-sociales, mais aussi les allocations d'éducation spéciale pour les parents ayant des enfants, les allocations adultes handicapés, le travail protégé pour les personnes handicapées qui ont quand même des potentialités pour travailler, les mesures d'insertion, etc., etc. Et puis petit à petit, tout ça, c'est professionnalisé, mais de manière importante, puisque finalement 75, c'est pas si loin que ça.
Et il y a eu donc pendant 30-35 ans des progrès considérables. De la loi de 2005, essentiellement d'abord la mise en place des maisons du handicap, ce qui n'existait pas avant. Important reconnaissance du handicap psychique. On ne reconnaissait que le handicap mental dans la loi avant. On a rajouté le handicap psychique. C'est important que les personnes handicapées, intellectuelles, se rassemblent en une association. Je vais à la rencontre d'autres personnes handicapées intellectuelles dans les régions. Nous sommes sollicités par les mairies, nous sommes sollicités par les services publics. L'association Nous aussi est membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées. C'est important pour moi, avoir la confiance des adhérents. C'est une fierté de représenter les adhérents de cette association. Que Cédric Mamet, effectivement, soit président d'une association pour handicapés mentaux, pour personnes handicapées mentales, c'est extrêmement important. C'est en fait le résultat de tout un processus d'autonomisation, de prise de parole. On ne parle plus à leur place, ils parlent pour eux, ils revendiquent pour eux, et c'est extrêmement important. C'est vraiment l'aboutissement de tout un processus d'intégration, d'inclusion et de citoyenneté. Il y a eu une évolution très sensible dans l'histoire des associations représentatives de personnes handicapées. Dans un premier temps, elles se contentaient de demander. Et dans un second temps, elles ont estimé qu'elles seraient beaucoup plus efficaces si elles devenaient partenaires des pouvoirs publics. Alors, pour le devenir, il fallait s'adresser à l'opinion publique, obtenir son soutien, la sensibiliser, la mobiliser. Les politiques ne s'impliquent que dans ces conditions-là. Des associations ont mis sur la table le fait qu'en l'occurrence, il s'agissait d'une question de société, qu'il fallait répondre à cette question de société. Elles sont, à ce titre-là, grâce à cette communication, devenues des partenaires à part entière des pouvoirs publics. Deux exemples. L'Association des paralysés de France a organisé une manifestation dans la rue, c'est-à-dire on a vu défiler des centaines et des centaines de fauteuils roulants. C'était particulièrement impressionnant. L'UNAPI, elle, s'agissant du handicap mental, elle a eu recours à une autre technique. Elle a organisé de grands rassemblements de la dignité, c'est-à-dire qu'elle proposait à la population de venir la rencontrer pour comprendre ce qu'est le handicap mental. Et bien évidemment, président de la République, Premier ministre, ministres, parlementaires, etc., sont venus pour être à la rencontre de ces femmes et de ces hommes. Oui, ça va. Il faut que à la fois les pouvoirs publics, les collectivités locales, notamment les départements, souvent directement en charge de ces problèmes, et les associations qui représentent les familles et les jeunes, continuent à dialoguer pour faire avancer ces questions nouvelles. Aujourd'hui, nous prenons conscience de ce que des personnes un peu différentes peuvent nous apporter par-delà leur handicap, et souvent à cause de leur handicap. Le mouvement associatif est important, mais il ne peut pas exister sans le politique, et réciproquement. Et moi, je tendance à dire que le politique, c'est ce qu'on décide ensemble de faire, quoi. C'est souvent le tissu associatif qui interpelle l'État-providence, qui lui dit « Attendez, là, il y a un problème, il faudrait faire quelque chose. » Et nous, on a des idées pour faire quelque chose. Et les politiques publiques, souvent, suivent ces engagements associatifs. Alors l'État-providence, et ça c'est vrai depuis très longtemps, on pourrait prendre des exemples. Les sociétés de secours mutuels, les premières mutuelles, ont précédé de près d'un siècle l'engagement de l'État dans le domaine de la protection sociale. Et ça fait émerger des services, des hébergements, des modes d'aide, d'allocation, qui ont effectivement permis de construire cette
politique publique de redistribution. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce côté innovateur, finalement, de l'ensemble de ces services. En fait, eh bien, ça a été les familles engagées dans les associations familiales qui ont créé tous ces services dont les jeunes familles ont à disposition aujourd'hui. Au début, se sont organisés autour des parents des haltes-garderies bénévoles qui sont devenus de véritables services publics aujourd'hui à travers les crèches qui se sont énormément développées ces dernières années. Il y a eu également énormément de développement de services dans le domaine maintenant des personnes âgées, puisque la dépendance est apparu un véritable besoin d'aide à domicile à la fin des années 60-70. Et on voit qu'aujourd'hui également, les associations dans le domaine de l'économie sociale ont énormément développé l'ensemble de ces services pour eh bien, permettre à l'ensemble de ces personnes âgées dépendantes de rester à leur domicile. Ancré en nous, on a cette volonté d'apporter des solutions thérapeutiques pour nos enfants et pour nos adultes malades. Et pour ça, il a fallu collaborer avec le monde des scientifiques. Et donc, on a appris à collaborer, à être partenaire. Alors, ça n'a pas forcément toujours été facile, mais on le fait depuis 80, donc ça fait très longtemps maintenant. Donc, c'est vraiment le rôle de l'association, c'est d'aller sur l'innovation et d'aller aussi sur le champ de l'intérêt général, comme on a pu le faire pour les myopathies, parce que maladie rare, myopathie parce que génétique et myopathie parce que situation de handicap. On se retrouve dans un conseil d'administration avec des gens qui viennent de milieux différents, qui ont la même préoccupation, de gens qui n'ont rien à voir avec le handicap et qui acceptent de passer des heures, des semaines entières, et qui sont souvent encore plus soucieux de l'intérêt de nos proches et de nos enfants que nous-mêmes. Il y a des concessions qu'ils n'acceptent pas. Donc ça, c'est aussi c'est un retour extraordinaire. Ce qui est l'essentiel, c'est le résident et la famille. Il faut que l'association mette bien ça en avant et qu'on ne sorte pas de ça. Oui. Moi, je trouvais vraiment que la bienveillance était le mot-clé de l'association. Et en pratique, on l'a bien vu. Je crois que ça nous construit, que ça nous... Enfin, il y a des choses extraordinaires qu'on n'aurait jamais vécues, mais vraiment poignantes. L'associatif, c'est l'endroit du débat et du consensus. Une décision qu'on a prise seule, c'est une mauvaise décision. Très clairement, on a à apprendre de tous, et c'est le modèle dans l'associatif, c'est la coopération, la co-construction, et c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'a fait venir aussi dans le secteur associatif, c'est ce que j'imaginais de manière un petit peu théorique, mais c'est clairement ce qui se passe au sein d'une association. À l'UNAFAM, on est 20 équivalents temps plein en tant que salariés, mais il y a 1500 bénévoles. Si les salariés n'adhèrent pas au projet de l'association, il y a peu de chances que ça fonctionne. C'est-à-dire on a une sorte de statut hybride de salarié militant. Pour moi, c'est même extrêmement précieux de pouvoir compter sur les bénévoles en tant que salarié. C'est une richesse. Il y a 3 raisons pour lesquelles on travaille. 3 raisons. La première, c'est l'argent. Dans le cas présent, il n'y a pas d'argent. Bon. La deuxième raison pour laquelle on travaille, c'est pour avoir une activité intéressante. On pourrait faire des dominos. Moi, ça ne m'amuse pas tellement, mais par contre, réfléchir sur comment est-ce qu'on va attaquer, quelle stratégie on élabore pour faire bouger telle ou telle institution, c'est une activité que je trouve intéressante, plaisante et agréable. Et puis, on travaille aussi pour avoir de la reconnaissance. C'est-à-dire que de temps en temps, quelqu'un vous dise « Ouais, c'est pas mal ce qu'on a fait, c'est pas mal ce que tu as fait, c'est pas mal ce qu'on a fait ensemble ». Donc, sur ces 3 pieds-là, à la fois on a une activité qui est intéressante, même si quelquefois c'est pénible, quelquefois c'est difficile, mais globalement quand même le niveau de réflexion, le niveau des interactions, c'est quand même passionnant le travail qu'on fait, à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis on a une certaine reconnaissance, on se regarde le matin, on se dit bah, ça va, c'est pas mal ce qu'on a fait jusque-là. Même s'il y a des fois on se dit bah, on n'a pas réussi. Cette question du travail bénévole au sens du contenu des activités, qui doit rester un travail politique. Et puis le fait qu'il faut que n'importe qui puisse trouver sa place dans une association. C'est certainement des enjeux importants, il me semble, et sur lesquels les associations doivent travailler très vite. Certaines associations sont devenues gestionnaires de services et d'hébergement
Et de fait, l'activation militante et bénévole, c'est parfois réduit au conseil d'administration. Et certaines associations sont en train de réactiver en fait leur projet associatif, un projet où en fin de compte les citoyens ont leur part, ont leur participation. Pour que chacun puisse s'exprimer, que chacun entende aussi quelles sont les préoccupations de l'autre. Et ce modèle-là, si ça vous convient, je crois qu'il faudra peut-être qu'on l'inscrive quelque part. Mon engagement, c'est aussi un peu utopique. Quand on fait un tour de table avec les administrateurs, on veut mettre en place des choses qui ne sont pas inscrites dans le marbre ailleurs. C'est pour ça que tout vit, que ce soit le projet associatif, le projet institutionnel, il faut le reprendre tous les 4 ans à peu près, pour pouvoir mettre d'autres choses dedans, et puis que les administrateurs ont changé, et ils vont apporter des éléments nouveaux. L'association, c'est la taille à échelle humaine. Si c'était des institutions et gérées étatiquement, l'échelle humaine, je ne sais pas si elle y serait. Même si après les salariés qui sont à l'intérieur de l'institution peuvent rendre le service que l'État souhaite. Mais là, si vous voulez, on est un peu l'aiguillon. Les bénévoles sont un peu les aiguillons de la chose. Pour moi, la militance, c'est pratiquement l'aiguillon de nos pratiques professionnelles. C'est un petit peu ce que Max Weber, sociologue, appelait d'un côté l'éthique de responsabilité et de l'autre côté l'éthique de conviction, de la conviction. On doit pouvoir avoir la faculté de faire varier le curseur et de chaque fois s'interroger sur le volet militant et le volet gestionnaire. Service écoute famille, bonjour. Il est en refus de soins. Et est-ce que vous avez réussi à garder des contacts avec les personnes avec qui vous travailliez à l'époque? Est-ce que vous avez encore des amis? Est-ce que vous avez encore un entourage sur qui vous pouvez compter? Bah oui, il en va de votre survie, là. Et est-ce que vous êtes en lien avec la délégation UNAFAM de votre département? 46. Service écoute famille, bonjour. En tant que salarié, on est les exécutants, on met en œuvre les décisions qui sont prises dans les conseils d'administration. Mais c'est pas aussi simple que ça. Il y a tout un travail avec les bénévoles pour recueillir leur avis sur les dossiers. C'est eux qui sont sur le terrain. Nous, on a des compétences, mais eux, ils vivent les choses au quotidien. En fait, ça nous aide à vivre. Et alors, il a été hospitalisé combien de temps? Alors, il a été hospitalisé longtemps, de mai à début octobre. Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord. Et après, je suppose qu'après, il y avait un foyer de post-cure ou quelque chose comme ça. Voilà. Formidable. Ah oui, c'est exactement ce que vous m'avez dit. Bon, alors vous êtes encore fragile, on va dire. Hein? C'est peut-être pour ça. Oui. D'accord, vous avez besoin un petit peu de nous. Oui. Bon. Même un petit peu beaucoup. Parce que je voudrais savoir un peu les autres personnes, comment ils ont vécu, comment ça se passe pour eux, comment ils ont découvert la maladie, etc. Très souvent, les familles ont été traumatisées par le fait qu'elles n'ont pas été reçues. Donc la première des choses que fait l'UNAFAM, c'est que justement, elle reçoit. Les personnes qui sont autour de la table, elles ont quelque chose qui les rassemble là. Et nous, on travaille beaucoup là-dessus pour qu'ils puissent sortir de l'isolement et de la dépendance à ce proche malade. Ça ne veut pas dire le laisser tomber, hein, au contraire. C'est se dire que s'ils ne se prennent pas en main, ils sont tellement en danger qu'ils ne seront plus du tout en état de s'occuper de lui. Et si on ne veut pas perdre la volonté des gens de s'investir dans le bénévolat, il va bien falloir les former parce qu'ils se sentent démunis. On leur impose des responsabilités. Et des responsabilités, ça ne se prend pas à la légère. Il faut être formé. Les associations doivent se professionnaliser leur gestion, leur capacité à répondre à des marchés publics qui sont parfois très exigeants en termes comptables, en termes administratifs. Et donc pour se professionnaliser, effectivement, elles ont tendance à importer des logiques gestionnaires fortes qui peut éloigner les salariés et les bénévoles de ce pourquoi ils sont venus en association. On est sur des dossiers très techniques et très compliqués. On s'y perd un peu. Nous, les parents, mais aussi les professionnels. Hein. Il faut voir qu'il y a des dossiers sur lesquels on est quelquefois plus pointu que certains professionnels dans certains domaines. La technicité, c'est un frein aussi à la participation des gens. C'est-à-dire que si c'est trop compliqué, trop technique, les gens, ils sont dépassés, ils laissent tomber. Les associations, aujourd'hui en tout cas une grande partie d'entre elles, sont dans
Oui, quelque chose de très professionnel et de très institutionnel, qui demande aussi des compétences fortes. Et quand on est plus jeune, c'est difficile de trouver sa place dans ces endroits qui sont extrêmement cadrés. C'est pas tellement qu'il y a une crise de l'engagement des jeunes dans la vie associative et plus généralement sur des causes. Il y a toujours autant d'engagement, mais c'est un engagement un peu différent. C'est un engagement... je ne voudrais pas parler de zapping parce que c'est pas ça, mais on veut des résultats assez vite et concrets. La lourdeur de la gestion administrative freine aussi par rapport à ce qu'on veut faire, c'est agir. Donc il y a parfois des réticences et puis parfois les associations n'accueillent pas toujours les jeunes non plus si facilement que cela. On voit qu'on ne laisse pas la place aux jeunes sur le marché de l'emploi, le marché du travail. Donc ces jeunes-là doivent déjà se battre. 1, pour décrocher des stages, 2, pour avoir leur premier emploi. Premier emploi qui n'est jamais en CDI, qui est toujours sur des missions courtes, sur des CDD. Donc avant qu'ils décrochent leur premier CDI, il va s'écouler presque une décennie parfois. Donc déjà, il faut qu'ils se battent sur ce volet-là. Il faut qu'ils se battent pour un logement. Alors est-ce qu'ils ont encore la force de se battre pour autre chose? En tout cas, pour beaucoup, ils n'ont pas pris cet engagement-là. Les gens, ils s'engagent, mais la plupart du temps, c'est sur le plan sportif. Et sur le plan social, là, on n'est pas nombreux. Hein. Enfin, j'ai pas des chiffres, mais je pense qu'on n'est pas nombreux. Et la preuve, nous, on est toujours à la recherche de bénévoles. Parce que des personnes qu'on accompagne, il y en a de plus en plus. Mais des bénévoles, ça court pas les rues, quoi. On ne résout pas les problèmes sans y consacrer de l'énergie dans le temps. Même si on essaye de l'organiser pour que ça pèse pas sur chacun, on ne résout pas les problèmes. Vous savez, on est dans une société où, que ce soit le boulot, que ce soit les médias, tout s'inscrit dans l'instantané. Mais la solution des problèmes sociaux, je regrette, elle ne peut pas être dans l'instantané. Quand on demande aux jeunes pourquoi ils s'engagent, c'est beaucoup moins des projets politiques. On va changer la société, mais beaucoup plus sur je cherche à être utile, je cherche du sens, je cherche à me faire plaisir, je cherche aussi à être plus heureux dans ma vie. Et donc, les lunettes des anciens, des responsables actuels, sont pas très adaptées parce qu'ils prennent ça pour de l'individualisme, de la recherche individuelle, mais non, ce sont d'autres motivations. Et donc, les gens s'engagent avec, effectivement, peut-être des modes d'action, des motivations différentes. On venait au Petit Frère des Pauvres pour être Petit Frère des Pauvres. On rentrait dans la maison Petit Frère des Pauvres. Et puis on devenait Petit Frère des Pauvres. Aujourd'hui, on n'a plus du tout de bénévoles qui viennent. Ils viennent pour la cause, pour la question de l'isolement. Ils viennent dans des équipes qu'on anime et dans lesquelles ils ont une part. Et puis ils peuvent très bien bouger, repartir dans une autre association. Ce qui intéresse les gens, c'est la cause. C'est plus l'identité associative. Les bénévoles anciens étaient sans doute envoyés vers le bénévolat, ou du moins y allaient par position religieuse, position syndicale, position laïque aussi, enfin par des espèces de convictions de fond, alors que les bénévoles aujourd'hui vont beaucoup plus parce qu'ils sentent qu'il y a un besoin et qu'ils ont envie d'y répondre. Mais de façon moins encadrée par leurs convictions éthiques, plus par un espèce d'élan de générosité, j'ai envie de dire. Je travaillais dans les sièges, notamment, de grandes sociétés françaises. Et puis, une opportunité, à un moment donné, de prendre un virage et puis de m'engager dans le milieu associatif. Ça a été donner du sens à ma vie, donner du sens aux choses, véritablement se rapprocher physiquement des gens, de leurs réelles problématiques. Tous les matins, je me réveille à 7h30, je rentre chez moi à 20h. Et toutes mes journées, je les consacre au milieu associatif et à l'entraide communautaire, gratuitement, bénévolement, 5 jours par semaine. C'est plus pour vous, pour nous. Un enrichissement, une expérience qui sera, à mon sens, unique par la richesse. Alors c'est peut-être quelque chose, et je pense que j'aimerais reproduire de façon récurrente, mais effectivement ça permet à mon sens de remettre les pieds sur terre.
et de se reconnecter quelque part à une réalité, à une proximité humaine, à une solidarité. C'est vraiment vivre les uns avec les autres et avoir une connexion réelle, physique, émotionnelle avec les gens. C'est rien, ça. Oui. Bien. Allez. Merci beaucoup. Alors. Dans les personnes que je peux accueillir et aider, accompagner, il y a des choses qui se passent dans la distribution de colis alimentaires, mais aussi beaucoup avec le regard, une poignée de main, une accolade. Il y a vraiment beaucoup de choses qui véhiculent au travers du contact humain, qui plus est à l'heure où maintenant on ne prend plus de rendez-vous pour aller, que ce soit à l'administration ou je ne sais où. Donc il y a une distance qui s'est créée avec l'autre, et quand on est encore plus isolé par des situations personnelles difficiles, je vois bien que le fait d'être face à face, de pouvoir tendre une main véritablement et saisir cette main-là, c'est déjà énorme. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre à distance. Ça vaudrait le coup de les appeler, non ? Pardon ? Ça vaudrait le coup de les appeler pour savoir... J'attends d'abord l'avis de droit, et puis après, je vais m'inquiéter. J'attends d'abord. Attendez pas trop non plus, parce que si ça fait déjà 3 mois, ça me paraît pas très normal. Ça retarde aussi. Bah oui, bien sûr. Ouais. En ayant été cadre supérieur où l'image est hyper importante, le salaire le devient. Parce que finalement, on a le sentiment, on est un peu dans une sorte de course où le salaire, le montant du salaire devient la reconnaissance du travail fourni. Et le nombre d'heures aussi reflète pour beaucoup un peu l'engagement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'inverse, hein, dans le sens où même si je travaille plus 12 heures par jour et que je ne gagne plus d'argent du tout, la reconnaissance est d'autant plus forte, hein, et je suis d'autant plus fière de le faire gratuitement. Enfin, sans cet aspect matériel de salaire. Où au final, la reconnaissance, elle passe pas par un chèque, elle passe pas par un virement, elle passe pas par du chiffre. Elle passe par des émotions, des sentiments, une proximité, des liens qui se créent. Ça permet de mieux appréhender le contact humain. Et ça, c'est vachement important. Parce que ça sert pour toute une vie. Pour soi, en tant que bénévole, et ça rend sa place, une dignité aux bénéficiaires. Et ça, il n'y a rien de plus riche que ça. Quand on est jeune, la plupart du temps, on rencontre des gens de notre âge. Hein, puis du coup, les conversations, ça tourne autour des mêmes choses de temps en temps, quoi, et c'est très souvent. Et donc, moi, j'avais ressenti ce besoin-là d'aller vers d'autres personnes, justement, pour découvrir d'autres choses, quoi. Ça fait 41 ans que je suis veuf. Je me suis toujours débrouillé tout seul, mais maintenant, je vois plus clair. J'ai du diabète, j'ai de l'arthrose. Donc ma fille, elle vient au moins une fois par mois pour me faire un tas de choses. Laver par terre, me faire tourner la machine quand elle vient. Parce que moi, je fais tout. Hein. Aussi bien le linge que le manger, que je fais tout. Mais quand ma fille, elle a contacté les assistantes sociales, qui lui ont fait connaître les petits frères des pauvres. Et puis c'est comme ça que moi, je suis emmanché dans l'histoire. Et ça m'aide bien, hein, parce que c'est les seules personnes que je vois et que je reçois. Hein, parce que je me suis occupé de l'école, du centre social, de la maison des jeunes, de tout le monde. Et puis maintenant, il n'y a plus personne qui vient me voir. Sauf Rétis et puis Dominique, des petits frères des pauvres. Pour moi, ça se fait naturellement. C'est pas une question de courage. Parce qu'on ne m'oblige pas à le faire. Hein. Moi, je suis parti de moi-même. Je me suis dit, faut qu'on fasse quelque chose. La question de l'isolement social, la question de la solitude subie, est devenue un véritable nouveau risque social. C'est-à-dire qu'on voit que les personnes qui sont les plus précaires ou les plus fragiles sont, en plus d'être en difficulté sur des champs particuliers qui sont la dépendance, qui sont la perte d'emploi, qui sont la difficulté de logement, qui sont la difficulté économique, mis au banc de la société, mis à part de la société, dans une solitude absolue et un isolement qu'ils n'ont évidemment pas choisi et qui les rendent
j'allais dire, dans l'incapacité d'être au milieu des autres, des individus à part entière. Et donc cette question de l'isolement social devient une question qui devrait être ce qui unit l'ensemble des forces associatives pour reconstruire du lien social dans notre société. Parce qu'il faisait des accidents. Dans la rue, on en voit des personnes âgées. La plupart du temps, elles font leurs courses toutes seules. On les remarque à peine. La plupart du temps, les gens leur crient dessus parce qu'elles sont lentes. Mais je me suis dit, on y passera tous, quoi. À un moment ou un autre, on sera tous vieux. Donc, on peut pas laisser passer des faits de ce genre-là. Il faut essayer d'apporter quelque chose, histoire de modifier un petit peu le cours des choses, même si on sait qu'il y en a beaucoup à faire. Donc je me suis dit, autant m'engager, rendre visite, déjà l'écoute. Depuis 2 ans et demi, il y a toujours que Dominique et Rétis qui viennent. Et on est comme la famille. Car Dominique m'a donné ça hier. Là, aujourd'hui, je vous jure, aujourd'hui, j'ai rien à bouffer. Mais alors, rien dans le frigo, rien dans le réfrigérateur, je ne sais même pas ce que je vais manger à midi. Et ça m'arrive souvent. Hier, à midi, j'ai mangé 4 œufs. C'est tout, j'avais que ça. L'accomplissement, c'est quand on rend visite à quelqu'un et que quand vous partez, la personne, elle est heureuse, elle est émue et elle vous dit... Là, je vais retourner à mes affaires. Là, vous vous sentez vraiment, un moment, vous l'avez sorti de son cocon, quoi. Et là, on se sent vraiment utile. Il n'y a que du bon là-dedans. On a chacun notre histoire qui nous est propre. Mais le minimum, c'est d'aller vers d'autres gens pour connaître reçu leur vécu. Et à partir de ça, on fait un mélange de tout ça et on n'en sort que le positif. Si on n'est pas solidaire, si chacun pour soi, ça va être compliqué de vivre ensemble. Justement, pour vivre ensemble, faut qu'on s'unisse, faut qu'on défende des valeurs ensemble. Même si on n'a pas les mêmes valeurs, faut qu'on arrive à les mettre face à face, faut qu'on ait un débat là-dessus. Donc pour moi, l'échange, il est vraiment primordial. Et justement, c'est ce que je fais avec Robert. On parle souvent, on parle de tout, donc tout est autour de l'échange. Les collectivités territoriales, de plus en plus souvent, fonctionnent par appel à projet, c'est-à-dire définissent le besoin, définissent les modalités d'action et mettent les associations d'une certaine manière en concurrence pour la réalisation de la prestation. Nous devenons des sortes de prestataires de services des collectivités territoriales. Ce sont les pouvoirs publics qui poussent à ça, que ce soit l'État ou les collectivités. On a besoin d'avoir un seul référent et pas 36 dans un domaine donné. Donc les petites associations savent très bien qu'elles sont, à terme, si elles ne s'adossent pas à une association importante, elles sont vouées à une fin programmée. Alors que le tissu d'un territoire, il est maillé par l'ensemble des associations, celles qui ont beaucoup d'emplois, celles qui en ont peu, et certaines qui n'en ont pas du tout, qui vivent uniquement par du bénévolat. Il y a moins d'argent et il est distribué autrement. La subvention a beaucoup perdu ces dernières années au profit d'appels d'offres, d'appels à projets, avec des cahiers des charges extrêmement... précis qui assèche un peu les projets associatifs. Quand on est dans une logique d'appel d'offres, on est essentiellement en réponse comme prestataire à une demande des pouvoirs publics, là où auparavant dans la subvention, on était davantage dans un dialogue, dans un partenariat, dans un échange et dans une construction, une co-construction de réponses avec les pouvoirs publics. À partir du moment où on met en place une politique d'appel au projet et que ces associations-là vont forcément postuler pour des projets qui les concernent toutes, elles sont toutes en légitimité de répondre à ces appels à projets. Il y a des tensions qui se créent. L'État a transféré aux collectivités locales très largement aussi le financement du monde associatif. Les départements et les communes ont pris une grande partie du relais ces dernières années. Elles arrivent aujourd'hui, on le voit bien au moment de la réforme territoriale, que les départements ont des problèmes aujourd'hui pour dire
ça suffit. Enfin, on ne peut pas dépenser davantage que nous le faisons dans le domaine social. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté, mais on est véritablement étranglé. Quand on regarde la loi qui réorganise les territoires, les départements, conseils généraux ou aujourd'hui conseils départementaux, gardent la responsabilité du handicap. Et avec des conseils départementaux profondément renouvelés. Donc c'est un bon moment pour aller vers eux et pour discuter avec eux et leur faire entendre l'expertise de terrain que nous avons. Plus en partenaire qu'en opposant. C'est-à-dire leur poser les lignes qu'il faut bouger, les ambitions qu'il faut atteindre. Donc on a un savoir-faire qu'on leur offre et puis il leur appartient à eux de les financer. Les collectivités territoriales, à bon droit, nous disent « mais c'est nous qui sommes élus. C'est nous qui incarnons la légitimité démocratique. Quelle est votre légitimité à vous, association ?» Et nous, notre légitimité en tant qu'association, c'est d'être ceux qui sont les plus au contact des populations, qui donc peuvent exprimer le mieux leurs besoins, leurs aspirations et surtout leur capacité, la capacité des précaires à retrouver le chemin du droit commun et de la pleine citoyenneté. Il y a une dispersion des centres de décision, la réforme territoriale, les réorganisations institutionnelles que l'on voit poindre doivent clairement définir les compétences de l'État, des collectivités locales, par exemple, afin que les citoyens qui s'organisent en association sachent à qui ils doivent s'adresser, avec qui ils doivent négocier les objectifs qu'ils veulent atteindre. Puis il y a autre chose, c'est que tout se globalise. Et par conséquent, on repère moins le niveau où les décisions sont prises. Et les décisions fondamentales sont de plus en plus prises par des échelons très éloignés du terrain. Donc il faut en même temps garantir des relais de proximité pour que les citoyens, organisés dans un cadre territorial ou autour d'une cause, puissent clairement déterminer les interlocuteurs efficaces. La vision de notre société constituée par, d'un côté, le marché et les échanges dans le cadre du marché, d'un autre côté, la redistribution sociale, ne suffisent plus pour prendre en considération les grands enjeux de notre société. Et ce qu'apporte l'engagement associatif dans ce moment-là, c'est de prendre au sérieux une économie de l'échange, de l'entraide, de la participation citoyenne et de l'activation du pouvoir d'agir des gens. Le monde associatif est confronté à un monde qui va beaucoup plus vite qu'il y a 50 ans et qu'il n'a pas les mêmes, il ne joue pas avec les mêmes règles, il ne joue pas avec les mêmes paramètres. Et aujourd'hui, le problème du monde associatif, ou du moins la crainte qu'on pourrait avoir pour le monde associatif, c'est qu'il se disperse et qu'il va falloir qu'il se rassemble, qu'il se regroupe, même s'il ne travaille pas sur les mêmes domaines, pour pouvoir porter une volonté politique et être un facteur, un vecteur du changement des comportements et du changement de la réglementation qui va faire évoluer notre société. Il faut que le citoyen soit associé à la réflexion et à la décision publique. Il y a les élus, il y a les responsables politiques, mais il est indispensable que l'on donne le moyen aux représentants directs de difficultés ou de projets partagés par les citoyens, qu'on leur accorde le moyen de l'exprimer, qu'on leur accorde le moyen de le faire connaître, qu'on leur accorde le moyen de négocier les solutions à apporter aux problèmes dont ils sont les représentants. Ce qu'un militant associatif peut apporter, c'est un regard particulier, acéré, sur l'ensemble des problématiques sociétales et tout au long de la vie. Que serait la France sans ces associations? Ça serait une France beaucoup plus dure. Ça serait une France qui serait dure pour les faibles. Ça serait une France qui serait plus
solidaire. Et ce que nous craignons dans la période actuelle, c'est justement que ce lien de solidarité qu'incarnent les associations ne s'effrite. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas toutes ces associations qui essayent de colmater, de prévenir, d'accompagner, d'apporter des sourires, eh bien, on serait peut-être dans un monde totalement inhumain, parce que même si on a beaucoup attendu de l'État, même avec beaucoup d'argent, il ne serait pas capable de donner ça. C'est pas uniquement une histoire d'argent où on fait des économies en ayant des bénévoles, c'est une autre attitude par rapport aux gens qu'on aide. Et pour les gens qu'on aide, c'est tout à fait différent. Nous avons dû nous dépasser en permanence et nous pouvons de ce fait aider l'ensemble des acteurs de notre société aujourd'hui à se dépasser en organisant la complémentarité des compétences. C'est nous qui pouvons aussi apporter un nouveau contrat social qui prenne en compte vraiment le troisième acte de la devise républicaine, qu'est la fraternité.